Eh bien, rebonjour. J'espère que vous êtes très nombreuses et très nombreux à nous regarder pour cette édition spéciale de la Tribune que nous intitulons Transformons la France. C'est une tournée en fait que la Tribune a décidé d'organiser au cœur des territoires, dans les territoires, pour essayer de vous montrer, vous démontrer que dans cette période très difficile que nous vivons depuis un an, l'espoir renaît. La France a des leviers, elle met de l'argent sur la table, les régions, évidemment, l'État, les entreprises surtout, sont en train de se remobiliser. C'est aussi une question de volonté. Et nous, la Tribune, comme média, nous considérons que c'est notre rôle aussi d'aller, de nous déplacer pour montrer comment ça se passe. L'économie, ça ne se passe pas que dans les bureaux à Paris, ça se passe aussi dans les usines. Et nous sommes ce matin dans une usine, l'usine Lemoine, qui produit des masques derrière moi, qui produit dans une autre usine près d'ici des cotons-tiges, mais également des écouvillons pour faire face à la crise sanitaire. Alors, pour continuer nos débats de ce matin, nous avons deux intervenants qui m'ont rejoint pour en parler. Et j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Dabi, le directeur général de l'IFOP, qui nous accompagne régulièrement pour présenter un certain nombre de sondages, y compris sur les élections régionales. Mais là, ça ne sera pas un sondage politique. Ce matin que nous allons vous présenter, c'est un sondage sur le contexte sanitaire et économique de la région Normandie. Et puis, à ma gauche, est avec nous également un ami et un complice de la Tribune, Nicolas Bouzou, l'économiste, directeur d'Asterès et des rencontres de l'avenir, dont nous sommes d'ailleurs la Tribune un des partenaires à Saint-Raphaël. Donc Nicolas, Frédéric et Hervé Morin qui est resté avec nous. Nous allons vous présenter ce sondage et le commenter d'ici 10 heures à peu près. Frédéric, ce sondage, qu'est-ce qu'il nous dit sur le contexte économique sanitaire tel qu'il est vécu ici dans cette région? Oui, bonjour Philippe, bonjour à tous, ravi d'être parmi vous et je salue Hervé Morin qui est à distance. Effectivement, ce n'était pas un sondage électoral, c'est un sondage un peu sur le climat économique, le climat sanitaire dans cette région de Normandie. On a interrogé pour la Tribune il y a à peine quelques jours 1000 Normands, donc c'est une mini Normandie que nous avons constituée. Et si on peut voir les premières diapositives, on pose une question très simple, d'ailleurs qu'on a posée Philippe, dans toute une série de régions, en Île-de-France, en Hauts-de-France, il y a quelques temps, sur le regard des habitants de Normandie s'agissant de l'avenir. Et ce qu'on peut dire quand on regarde les résultats, c'est qu'il y a une sorte de microclimat en Normandie par rapport aux autres régions, par rapport au pessimisme français. Voilà, donc ça c'est la première page, on va y arriver. La méthodologie, j'en ai parlé. Et donc, ce premier enseignement qui montre qu'il y a un optimisme fort en Normandie avec une hiérarchie selon le type de questions posées. D'abord, un optimisme extrêmement fort, et ça intéressera Hervé Morin, de deux tiers des Normands optimistes sur l'avenir de leur région. Alors, bien sûr, ça s'explique. On sait très bien que le fait régional s'est imposé pendant cette crise sanitaire. On a eu des régions agiles, efficaces, au contact des habitants, quand l'État central a pu apparaître déficient. Spécifiquement en Normandie, on sait à quel point la fusion des deux anciens départements, Basse et Haute-Normandie, a fait du bien, a créé une identité normande, et ça rejaillit positivement sur l'action du Conseil régional et sur l'avenir de la région. Et on a donc cet optimisme très fort. On a aussi un optimisme majoritaire, c'est contre-intuitif dans la période que l'on vit, sur la situation sanitaire de sa région à 59%, et sur la situation économique. C'est quand même assez incroyable de voir, alors qu'il y a une inquiétude économique très forte, que pour autant, on n'est pas dans du désarroi, on n'est pas dans du malaise, on est plutôt sur une projection optimiste. Et puis, dernier élément, où là, le pessimisme est majoritaire, mais quand même, 47% des Normands se disent optimistes sur leur avenir et celui de leurs enfants. Et ce qui est intéressant, Philippe, c'est qu'on a posé il y a quelques semaines pour le JDD la même question auprès de l'ensemble des Français. C'était 39%. Il y a vraiment 8 points de plus, ce n'est pas rien, dans un contexte jamais vu de morosité, d'une France épuisée par tous ces confinements, par cette crise. On a un optimisme normand, sachant qu'il est clivé sur la génération. Les jeunes sont nettement plus optimistes que les personnes âgées. L'optimisme est majoritaire à 65% dans les catégories sociales supérieures. Un clivage qui intéressera Hervé Morin, il y a une vraie césure entre Haute et Basse Normandie. Entre ces deux anciennes régions, il n'y avait pas de différence sur les différents items dont j'ai parlé, avenir de sa région, situation sanitaire. Par contre, l'optimisme personnel est seulement de 36%
en Haute-Normandie, il culmine à 63% en Basse-Normandie. Il y a une césure, il faut le dire, Haute et Basse-Normandie. Autre élément, c'est la deuxième question, qui, je dirais, confirme cette décrispation, si je puis dire, à l'œuvre quand on interroge les Normands. Qu'est-ce qui les inquiète le plus ici en Normandie? Bien sûr, dans un contexte de crise sanitaire, le risque sanitaire est cité très fortement, mais nettement moins que ce qu'on constatait au mois de décembre auprès de l'ensemble des Français. C'était 53%, ce n'est que 40%. En revanche, le risque économique qui inquiète 34% des Normands, c'est fort. C'est supérieur au grand public. On voit très bien à quel point les Français comme les Normands ont intériorisé que cette crise économique allait être très forte. Alors il y a les dispositifs de l'État qui l'amortissent quelque peu, mais on a ce risque-là. Et puis là, les Normands sont, je dirais, plus rebelles que l'ensemble des Français, à un niveau non négligeable. Ils sont 26%. À citer d'abord le risque pour les libertés publiques, avec tout ce qui est obligation, ce sentiment après 3 confinements, d'être contraint même dans sa vie intime. On a les Normands qui sont particulièrement sensibles à cette question, notamment les jeunes, beaucoup plus que les personnes âgées. Sur le risque économique, on a une fois de plus, sans surprise, la Basse-Normandie nettement plus, je dirais, concernée que la Haute-Normandie. Troisième indicateur qui est un peu dans le droit fil de cet optimisme, de ce microclimat dont je parlais. Quand on interroge les Normands sur leur confiance dans le gouvernement sur cette crise, alors c'est un indicateur qu'on pose à l'échelle nationale, on a des Normands plutôt bienveillants et qui s'inscrivent davantage que les Français dans une posture de confiance. Ils sont une nette majorité, 56%, c'est la diapositive suivante, à considérer qu'ils ont confiance dans le gouvernement pour aider les entreprises en difficulté. 56%, c'est beaucoup, alors que la crise économique est là. Alors c'est bien sûr lié au fait qu'il y a des mesures bien identifiées, chômage partiel, prêts garantis par l'État. Elles sont incarnées par un ministre, d'ailleurs normand, qui est très connu, très identifié, en l'occurrence Bruno Le Maire. Mais 56%, c'est 5 points de plus que l'ensemble des Français. De la même manière, l'optimisme ou la confiance est moins forte sur la campagne vaccinale, mais elle est supérieure à celle mesurée il y a encore 10 jours auprès de l'ensemble des Français, 4 points de plus. Il y a bien sûr l'effet d'accélération de la campagne vaccinale. On vient de franchir les 10 millions mi-avril le 10 avril sur la première dose. Et voilà, dans un paysage d'incertitude chez les Français comme chez les Normands, il y a une seule certitude, un seul espoir, c'est que la vaccination est le meilleur moyen pour retrouver le chemin normal de nos vies. Et sur la gestion sanitaire, où les Français sont extrêmement sévères, après le juin 40 sanitaire connu l'année dernière, après tous les fiascos, on a quand même des Normands qui sont plus confiants que les Français. 42% d'entre eux se disent confiants, 7 points de plus que l'ensemble des Français. Donc je me répète un peu, mais c'est intéressant de voir qu'il y a un climat économique, il y a un climat de confiance chez les Normands. Dernière question, et j'en aurai fini, sur les grands enjeux. Qu'est-ce qui va compter dans les mois qui viennent? Il y a quand même des élections dans presque 2 mois pour les Normands. Alors, dans ce contexte sanitaire, les enjeux sont assez homogénéisés, quelle que soit la région. Bien sûr, la santé qui arrive nettement en tête. Dans un contexte de crise, la lutte contre le chômage est très fortement citée. Elle est devancée cependant par l'éducation. Les Normands, plus que les Français, mentionnent l'éducation qui concentre toutes les inquiétudes sur le devenir des enfants. On voit très bien l'inquiétude des parents en Normandie. Et puis, contexte de crise, le chômage repasse devant le pouvoir d'achat comme un enjeu majeur. Mais on en parlera peut-être tout à l'heure, la question environnementale n'est pas reléguée. Malgré la crise, on n'est pas dans le schéma à l'œuvre en 2010-2011, c'est-à-dire, rappelez-vous la phrase de Nicolas Sarkozy, l'environnement ça commence à bien faire. Les Français ne sont plus sur une logique de relégation des enjeux environnementaux dans un contexte de crise. Ils les mettent quasiment au même niveau que le chômage et que le pouvoir d'achat. On a des Normands, pour finir ce panorama rapide, plutôt confiants, plutôt bienveillants vis-à-vis de l'action de leur région et qui expriment des enjeux très proches dans un contexte de massification que l'ensemble des Français. Merci beaucoup Frédéric Dabi. Alors avant de demander à Nicolas Bouzou sa réaction, comme je sais que Hervé Morin n'est plus avec nous. Il a dû nous quitter, on aurait aimé avoir sa remarque, mais bon, il a dû nous quitter, il nous a expliqué qu'il avait des raisons personnelles. Donc, en tout cas, je pense que ce sondage a dû l'intéresser et il en tirera certainement quelques réflexions, notamment sur la réussite finalement de la création de cette nouvelle région Haute et Basse Normandie. On pourra en rediscuter. Alors, Nicolas Bouzou, vous êtes économiste, je le rappelle, donc l'économie, ce que vous êtes, est-ce qu'il fait une différence entre finalement cet optimisme, ce microclimat qui est évoqué ici en Normandie
et le pessimisme des Français. Qu'est-ce qui peut expliquer finalement cette situation? Est-ce que parce que c'est une région qui a été moins impactée par la crise sanitaire peut-être, même si on voit bien qu'aujourd'hui toute la France l'est? Et quels sont finalement votre sentiment sur la capacité de rebond, finalement de résilience que ce sondage finalement laisse entendre? Alors, première chose sur la région Normandie, en effet, je pense que la situation sanitaire joue beaucoup. Les Français ont compris quelque chose, c'est que cette crise économique n'est pas du tout une crise économique endogène. Elle est très différente de la crise de 2008, qui était une crise qui prenait sa source dans des dysfonctionnements monétaires et financiers. Aujourd'hui, on est dans une crise sanitaire qui a des conséquences économiques et sociales. Et donc, à partir du moment où vous avez un territoire qui est un peu moins touché par la crise sanitaire, c'est le cas globalement de tout l'ouest de la France, eh bien, les Français comprennent que les difficultés économiques sont un peu moindres. Alors, au-delà de ça, il y a un potentiel industriel, ça a été rappelé par le président de la région, un potentiel industriel qui est très fort en Normandie. Et cette crise, c'est sans doute l'occasion d'utiliser ce potentiel industriel pour le faire prospérer. La question qui est derrière ça et qui concerne le pays dans sa totalité est la suivante. Est-ce qu'on peut tirer du point de vue économique et social quelque chose de positif de cette crise qui est une crise abominable, hein, la crise sanitaire la plus grave depuis 100 ans, la crise économique la plus grave depuis 80 ans? Alors moi, je pense que oui. Pour deux raisons. La première raison, c'est que cette crise, elle nous oblige, en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'entreprise, à utiliser davantage les innovations qui sont à notre disposition. Ça fait longtemps qu'il existe des outils numériques, ça fait longtemps qu'il existe des imprimantes 3D, ça fait longtemps qu'il y a des robots dans les usines, ça fait longtemps que les biotechnologies connaissent des progrès. Simplement, ce que vous voyez avec cette crise, c'est que nous sommes obligés d'utiliser davantage ces innovations et de mieux les utiliser. Regardez les achats de robots, c'est quelque chose qui est fascinant. La France était un pays qui était l'un de ceux dans lequel le taux de robotisation de l'industrie était le plus faible. On était très loin derrière la Finlande, l'Allemagne, et je ne parle même pas des pays asiatiques. Eh bien, on voit qu'on est en train de corriger ça. Les entreprises industrielles, elles achètent beaucoup de robots en ce moment. Regardez les usages que l'on pouvait faire du numérique. Prenez la cybersécurité. La cybersécurité, on n'en parlait pas avant la crise, ou quasiment pas, ou c'était quelque chose d'un peu théorique. Là, les entreprises ont dû constater qu'elles n'avaient pas suffisamment investi en matière de cybersécurité. Elles s'en sont rendues compte quand c'est un point important. Je vous arrête une seconde là-dessus parce qu'on en reparlera avec les entreprises qui seront présentes tout à l'heure. La crise, parce qu'elle a conduit à une accélération de la digitalisation du monde de façon absolument spectaculaire, effectivement, expose les entreprises de plus en plus à ce risque cyber. Alors de quoi on parle? On parle de risque de chantage par la prise de contrôle, par malveillante, par du phishing, on appelle, etc. Et là, il y a un plan d'ailleurs qui fait partie, qui n'est pas dans le plan de relance, mais qui a été annoncé de 1 milliard pour la cybersécurité. Qu'est-ce que vous, l'économiste, est-ce que vous avez l'impression que après le virus, je dirais, sanitaire, est-ce qu'il ne faut pas craindre pour l'économie le virus informatique? Oui, alors en fait, il y a deux virus pires, je dirais, que le virus sanitaire qui sont devant nous. Il y a en effet le virus informatique, vous avez tout à fait raison, mais vous avez aussi le virus informatique ou le dysfonctionnement. Hervé Morin en a parlé, d'ailleurs c'était tout à fait passionnant parce que la région Normandie est très impliquée là-dedans, qui pourrait bloquer la production d'électricité. Alors ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui est clé, parce que je peux vous dire que ce qu'on a vécu, qui était des enjeux de souveraineté et de sécurité nationale. Enfin, je veux dire, ce que l'on a vécu, c'est rien à côté d'une crise qui interromprait la production d'électricité. Mais Philippe, je termine juste mon raisonnement extrêmement rapidement pour dire en quoi cette crise, on peut essayer de l'utiliser pour faire mieux d'une certaine façon. Donc, d'une part, elle incite les uns et les autres à utiliser davantage les innovations et à mieux les utiliser, mais elle accélère aussi la production de nouvelles innovations. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me frappe et qui doit nous donner de la confiance dans l'avenir. Je vais prendre un exemple que je connais bien parce que je travaille beaucoup sur l'économie de la santé.
l'exemple le plus courant qui soit aujourd'hui, les vaccins à ARN messager. Cela faisait 10 ans qu'il y avait de la recherche et développement sur ces sujets. Eh bien, en mettant beaucoup d'argent, en concentrant des moyens, en facilitant les recherches, la production, en un an, on a réussi cette révolution qui était une véritable révolution vaccinale, avec d'ailleurs des implications dans d'autres domaines de la santé. Il y a aujourd'hui beaucoup d'innovations à base d'ARN messager dans le domaine cardiaque, dans le domaine des cancers, dans le domaine des maladies orphelines, etc. Donc vous voyez, il y a les deux. On utilise plus les innovations et on peut produire davantage d'innovations. Ça me donne à penser, et je m'arrête là, mais c'est pour répondre de façon complète à votre question, que cette idée qui était très en cours chez les économistes avant la crise, de la stagnation séculaire, c'est-à-dire au fond le fait que cette grande période de croissance qu'on avait connue entre la première révolution industrielle, 1820, et les années 2000, peut-être au fond que ce qu'on avait considéré comme la règle, c'était une exception et qu'on était reparti pour 100 ans sans croissance. Eh bien, je crois que c'est complètement faux. Je pense que cette crise, comme toutes les catastrophes en fait, elle peut être un catalyseur, elle nous oblige à une espèce de régénération à partir du moment, et on en parlera dans une prochaine table ronde, où on est capable, et c'est pas facile, de traiter les questions sociales. Mais si on est capable de prendre ces deux bouts, innovation et sociale, mais je suis très confiant pour l'après-crise. Alors maintenant, la crise, il faut en sortir, par contre. Donc ça, on n'en est pas là. Donc il faut faire les choses dans l'ordre. Donc en ce moment, on vaccine. Parce que la sortie de la crise, c'est des piqûres, d'accord ? Absolument, Nicolas. Alors, je me retourne vers Frédéric Dabi, parce qu'il y a, et c'est ce que montre bien votre sondage, et je crois tous les sondages d'opinion qu'on voit en ce moment, une grande lassitude des Français face à la crise sanitaire qui n'en finit pas, qui nous réserve des surprises avec ces variants. Évidemment, on ne peut pas en accuser qui que ce soit. C'est même pas le ciel, je dirais, qui nous est tombé sur la tête. Il y a cette crainte maintenant d'un variant brésilien. Donc, à la fois, il y a cette lassitude face à une crise qui n'en finit pas de durer, et cette impossibilité de retrouver la vie normale, alors que je crois que si on interrogeait les gens, on parle beaucoup du monde d'après, mais les gens n'aspirent qu'à une chose, c'est à retrouver la vie d'avant. Et en même temps, une résilience que montre votre sondage sur la Normandie, qui est peut-être pas la même partout en France. Il y a des régions qui souffrent peut-être plus qu'ailleurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Frédéric Dabi, à la veille, effectivement, dans quelques mois, fin juin, des élections régionales, et peut-être même à l'horizon, c'est plus difficile à percevoir, mais de l'élection présidentielle de l'an prochain, l'impact de cette crise sur l'état d'esprit des Français? Qu'est-ce que vous voyez dans votre boule de cristal, si je puis dire? Alors, pas de boule de cristal, pas de poulet égorgé, c'est des données d'opinion modestes, mais qui peuvent donner un état de l'opinion, même si elles ne sont pas projectives. Vous avez raison, Philippe, de mettre en regard deux faits qui peuvent être antagonistes. D'un côté, c'est vrai qu'il y a cet épuisement d'opinion publique, et on est dans un confinement, là. On n'est pas du tout dans le contexte du premier confinement, qui était une aventure collective. On consentait chacun des moments de sacrifice, mais c'était pour sauver le système et pour retrouver très vite, pour reprendre la phrase du président de la République, le chemin des jours heureux. Les Français ont vu que ce n'était pas le cas, ils ont vite déchanté. Une question toute simple qui a été posée par l'IFOP Fiducial pour CNews et Sud Radio. D'après vous, quand la crise sera derrière nous, 4% des Français citent l'été 2021, alors que ce n'est pas un horizon fou. Olivier Véran, il y a quelques semaines, a parlé d'un retour à la normale l'été 2021. Ils sont 70% à se projeter en 2022. Vous me parliez de la présidentielle. Ça veut dire que les Français ont intériorisé que cette élection, ce sera une élection sous Covid. Mais malgré cet épuisement, choc sanitaire, choc économique, choc terroriste, l'affaire Samuel Paty a imprégné, a traumatisé une partie des Français. Il y a cette résilience. Il y a cette résilience qui est un terme parfois un petit peu galvaudé. Contrairement à ce qu'on dit, cette résilience est très forte dans la jeunesse. Je suis très gêné quand on réduit ces jeunes, ces 18-30 ans, à la génération Covid. Cette réduction ad Covidum, si je puis dire, n'est pas du tout pertinente. On va publier très, très prochainement une grande enquête auprès des 18-30 ans. On voit qu'ils sont plus optimistes que la moyenne. Ils se projettent plus. Ils ont une vision très heureuse de leur vie professionnelle. Et puis, c'est ce que disait Nicolas Bouzou sur les progrès sur le vaccin en termes d'ARN messager.
cette crise est un formidable accélérateur d'opinion, de tendance. Elle n'a rien créé, mais elle a accéléré toute une série de tendances à l'œuvre. L'attachement au Made in France, à la relocalisation des productions stratégiques, aux acteurs de proximité politique. Alors c'est vrai qu'il y a des élections régionales le 20 et 27 juin, et sans trahir de secret, je pense quand même que comme pour les municipales qu'on avait suivies avec la tribune, on aura peu ou prou une très forte reconduction des présidents sortants. Et on a, c'est vrai, cette élection présidentielle, qui est ce moment d'introspection nationale, où la France regarde les candidats, où les candidats la regardent au fond des yeux, comme disait Qui vous savez, qui peut être aussi un moment formidable de débat sur la France d'après, la France dans laquelle on se projette, et peut-être, alors qu'on ne cesse de dire, et je le dis le premier, qu'on a un cycle abstentionniste absolument terrible, peut-être qu'on pourrait avoir une bonne surprise en termes de regain démocratique. Nicolas Bouzou, pour conclure là-dessus et sur ce lien vaccination-relance. Oui. Alors, en réalité, je trouve que la question de la relance, elle est plutôt bien traitée en France. C'est-à-dire que ce qu'ont essayé de faire à la fois le gouvernement et les présidents de région, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre des mesures qui sont des mesures qui vont soutenir l'activité à court terme, mais qui sont des mesures, au fond, dont on avait besoin depuis longtemps, qu'on aurait dû prendre depuis longtemps et qu'on n'avait pas prises. Toutes les mesures qu'a annoncées le président de la région Normandie me semblent être tout à fait indiquées. Je pense qu'elles sont excellentes, mais elles sont assez similaires à ce que font d'autres présidents de région, et elles correspondent à peu près à l'état d'esprit aussi des mesures de relance du gouvernement. La seule chose, c'est que d'une part, il faut faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire d'abord on sort de la crise, on lève les restrictions et ensuite on relance. Il ne faut pas relancer trop vite, parce que relancer quand la moitié des magasins sont fermés, c'est perdre de l'argent. Donc, on vaccine, 2, on relance, et cette relance, il faudra qu'elle soit plus forte que ce que l'on avait projeté cet été. Souvenez-vous quand même que quand on a conçu les plans de relance, c'était dans une période où on pensait qu'on sortait définitivement de la crise. C'était au printemps et à l'été. Je me souviens parfaitement des discussions avec Bercy. On pensait qu'on touchait à la fin de la crise. En réalité, on n'imaginait pas que la France allait retomber en récession à la fin de l'année 2020, et que, comme je vous le disais, vous aviez la moitié des magasins fermés encore en 2021. Donc, il nous faudra un deuxième plan de relance, et puis on aura évidemment besoin d'un très gros plan de relance européen. Et de ce point de vue-là, les Américains nous montrent une voie, je pense, qui est une voie quand même qui est féconde. J'allais dire, autant les Américains montrent la voie, autant les Européens sont quand même très très en retard, et on peut dire là-dessus. Alors, il faudrait se bouger quand même. Je suis entièrement d'accord avec vous, Philippe. Je me dis, l'Europe est dans toutes les crises, l'Europe est nulle au début. Elle était nulle début 2008 et elle s'est rattrapée. Elle était nulle au niveau économique au début de cette crise et elle s'est rattrapée. Elle a été plus que nulle au niveau de la vaccination, et je crois qu'elle est en train de se rattraper. Et donc, j'ai bon espoir pour qu'on ait un plan de relance. Juste un chiffre très rapidement. Le plan de relance européen, c'est 6% du PIB. Le plan de relance américain, c'est 25% du PIB. Voilà, je pense qu'on doit pouvoir trouver un bon intermédiaire. Et on va conclure là-dessus. Et le paradoxe, qu'en plus, ce sont les Européens qui ont inventé les vaccins. C'est quand même ça qui est quand même... Absolument. Pas les Français, mais les Européens. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette table ronde. Vous allez retrouver maintenant les entreprises qui vont venir témoigner de la relance économique. Et ça va être animé, ce débat, par ma consoeur correspondante en Normandie, Nathalie Jourdan. Merci.